déjà de par moi-même, j'allais dire mes convictions personnelles du social orienté vers la responsabilité, vers l'entretien de l'environnement, vers une économie partagée. J'ai ce côté humaniste-là qui est déjà un fondamental, n'est-ce pas, pour la RSE. Mais l'autre aspect qui est très important, qui rentre dans le domaine professionnel, c'est que j'ai fait ma thèse de doctorat alors sur les questions d'équité et de fidélité. Alors, la question de la fidélité des cadres dans le domaine de la téléphonie mobile en Côte d'Ivoire. Alors, quiconque parle d'équité, naturellement, parle déjà à la base de RSE. C'est un partage, n'est-ce pas, des richesses, mais c'est un partage aussi des responsabilités. Donc, du coup, c'est à travers mon activité de gestionnaire des ressources humaines, par mes enseignements. L'autre chose que je peux vous dire aussi, c'est que je suis beaucoup plus investi. Ce côté, c'est l'organisation. La RSE, c'est l'organisation, mais l'autre élément aussi que je développe de plus en plus, c'est le développement personnel et professionnel. Tout ça mis ensemble, c'est la notion de responsabilité que je regarde. Si nous faisons une gestion responsable, nous pouvons avancer très rapidement et très bien. Que ce soit au niveau macro, au niveau des États, ou que ce soit au niveau micro, au niveau des organisations, au niveau individuel, une gestion responsable, c'est une gestion qui permet l'épanouissement, l'éclosion. Alors, la RSE, c'est une translation, une traduction, j'allais dire, qui est un peu galvaudée, qui vient de l'anglais Corporate Social Responsibility. Le Corporate Social Responsibility, c'est donc né aux États-Unis, n'est-ce pas, comme une réponse du social dans un environnement du capitalisme. Voilà. Dans le contexte anglo-saxon, plus précisément américain, écoutez, vous pouvez devenir riche autant que vous voulez. Mais après, dans un contexte de la soft law, parce que le droit anglo-saxon, c'est vraiment la soft law. Le social n'est pas l'élément, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de cadrer, de créer tout le social comme on le fait en France, par exemple. Je donne dans le droit romano-germanique où tout le social est défini. Quand vous regardez un peu aujourd'hui dans le monde du travail, vous allez voir que les questions relatives au social sont tellement déterminées de sorte que se débarrasser d'un salarié est très très difficile. Bien évidemment, la conséquence, c'est que la question de l'employabilité, la question du chômage, c'est très, très, très élevé. Puisque quand vous avez un salarié, il y a tout un ensemble, un arsenal qui encadre de sorte que ça devient inamovible. Dans le contexte de la soft law, dans le droit anglo-saxon, le social, il est défini. Et un autre exemple que je peux vous donner dans ce contexte, regardez un peu tout ce que cela a soulevé comme tollé aux États-Unis quand Barack Obama a parlé de l'assurance universelle. L'assurance maladie universelle, les Américains se sont demandé, mais est-ce que quelqu'un devrait souscrire à une assurance pour moi ou même m'obliger à le faire? Non, je sais que c'est ma responsabilité de le faire. Alors, tout ce détour pour vous dire que dans un contexte où le social n'était pas défini comme loi, il fallait trouver une alternative. Ok, je m'enrichis, c'est bien, mais il faut que ceux qui sont autour de moi, à commencer par mes salariés, puissent sentir que nous nous enrichissons ensemble. En quelque sorte, c'est le bonheur partagé. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et bien évidemment, quand on prend ça dans le contexte franco-français, ça va donner une définition responsabilité sociale des entreprises, ce qui est une mauvaise traduction, ou j'allais dire une traduction malencontreuse, et qui enlève la chose. La preuve, c'est que en 1979, lorsque les gens veulent commencer par institutionnaliser, on commence par faire donc le bilan social. C'est-à-dire qu'on fait donc obligation à toutes les entreprises de faire un bilan, autant qu'on faisait le bilan financier, n'est-ce pas? Donc on fait tous les aspects sociaux là, on fait une sorte de notation, et donc les entreprises publiques et, j'allais dire décentralisées ou déconcentrées, avaient l'obligation de déposer un bilan comme ça. Alors, si vous prenez dans la sous-région, l'un des pays qui fait donc du bilan social, qui est une réglementation bien évidemment, c'est le Sénégal. À part ça, les autres pays n'ont pas de bilan social. Mais j'allais dire simplement que l'audit social qui est donc venu de plus en plus est beaucoup plus vaste que ce bilan social. Voilà. Et donc, la RSE, on va donc dire tout simplement, c'est la prise en compte volontaire de l'organisation
ou de la prise en compte par l'organisation de manière volontaire des aspects sociaux, des aspects environnementaux et des aspects économiques. Environnements sociaux, pour dire quoi? Tout simplement, à commencer par les salariés. Les salariés, on donne, c'est-à-dire que la loi définit un minimum, vous respectez le minimum, mais la loi ne vous fait pas interdiction d'aller au-delà du minimum. Si vous avez le salaire minimum interprofessionnel garanti, le SMIC, vous pouvez aller au-delà. Et en allant au-delà, ce n'est pas une mauvaise chose, vous ne pouvez pas aller en deçà. Donc déjà, le fait de respecter, c'est déjà faire de la RSE. Mais aller au-delà, c'est ça qui est intéressant. Au-delà des salariés, vous avez les familles des salariés, mais au-delà de ces familles-là, vous avez ceux qui vivent dans votre environnement. Ce que vous réussissez, vous partagez. En quelque sorte, c'est donc la réussite partagée. Ça, c'est le domaine social. Mais au-delà du domaine social, vous avez le domaine environnemental. Étant entendu que toute organisation a un impact sur son environnement naturel, qui est une sorte de destruction que nous faisons. Alors, cette destruction, il faut la réparer. Il faut la réparer parce que si vous émettez, n'est-ce pas, du carbone, vous émettez tout ce que vous pouvez imaginer, vous détruisez une forêt pour construire des maisons, vous détruisez, vous fermez, n'est-ce pas, le canal d'écoulement naturel d'un lac, d'un fleuve. Bien évidemment, il faut trouver une alternative pour que nous soyons dans ce qu'on appelle le développement durable. Donc ça, c'est l'aspect environnemental. Mais au-delà, si on met tout ça ensemble, on rentre maintenant dans le domaine économique. Vous vivez dans un environnement, vous vous enrichissez, mais il est intéressant de faire en sorte que ceux qui vivent là puissent avoir des activités qui sont en lien avec ce que vous faites et qui puissent avoir aussi une sorte d'émergence ou, j'allais dire, d'éclosion ou d'évolution économique à travers votre activité. Est-ce qu'on va dire que c'est limité? Mais en fait, ce sont les trois éléments même qui constituent le socle de la société. Ce n'est pas que c'est limité à ça, mais c'est un peu ça le socle de la société. C'est-à-dire que quand vous mettez tout ça ensemble, vous avez un environnement viable, vivable. Exactement. C'est tout. Ce n'est pas parce que ça s'est limité à ça. Voilà. Mais c'est des domaines, et quand on va maintenant dans les activités, vous voyez que ça se décline. Sinon, effectivement, volet social, volet environnement, parlant de la nature et autres, et volet économique pour parler de l'activité, de rentabilité. Lorsque vous mettez dans un organigramme le positionnement d'une activité, cela démontre l'intérêt que vous accordez à l'activité. Je peux faire, dans mon organigramme, je peux dire, OK, président en charge de la gestion de l'organisation et de la RSE. Ça me montre à combien je mets en orbite la chose. Tout comme je peux confier ça à un stagiaire. En fait, c'est resté dans les RH d'abord. C'est le domaine, comme je vous le disais, le domaine de prédilection des gestionnaires des ressources humaines, puisqu'ils s'occupent d'abord du social. Mais de plus en plus, on est en train d'accorder une importance à cette activité, de sorte qu'il y a des responsables RSE. N'oublions pas, et cela s'entend de la spécialisation qui est faite de la chose. Malheureusement, nous n'avons pas encore de vrais spécialistes en la matière. C'est ça la vérité. Mais ça reste donc du domaine de la gestion des ressources humaines parce que c'est le socle de la gestion des ressources humaines. Mais si une organisation entend lui donner la place qu'il faut, qui lui convient, alors disons que l'organisation pourra créer une direction ou même une vice-présidence. Ce ne sont pas des choses qui sont, qu'est-ce que j'allais dire, sacrificielles. Ce ne sont pas des choses qui sont du domaine de... Ce n'est pas la Bible, le Coran. Alors, vous accordez la place que vous voulez accorder, n'est-ce pas, à une activité et lui donner cette place-là, ce positionnement au sein de l'organisation. Après, qu'est-ce qu'on fait de l'activité? Ça devient donc dans le fonctionnement. Donc, au niveau organisationnel, au niveau structurel, vous pouvez positionner comme vous voulez, mais après, le contenu aussi est très important. Et cette question, elle est fondamentale dans l'application de la RSE. La chose, c'est qu'on a toujours voulu nous calquer sur le modèle occidental
et c'est à l'aune de ce que l'Occident nous définit que nous voulons nous définir. Nous sommes plus RSE que les Occidentaux. Ça, je l'affirme avec une sorte de conviction, de certitude, malgré mon positionnement scientifique. Nous sommes plus RSE que les Occidentaux. Je vous prends les 3 domaines que je viens de citer à titre d'exemple pour que vous puissiez voir un peu. Quand vous regardez le côté social, que vous prenez le côté environnemental ou le volet économique, nous n'avons pas besoin d'aller voir comment les États-Unis font ou la France fait pour que nous puissions définir le social. Le Sénégal où je vis, on vous parle de la teranga. Voilà, l'accueil. Nous sommes Ivoiriens dans ce pays-là. On vous dit, quand vous achetez une banane ou un bonbon, vous dites, on mange. C'est du social, c'est le sens du partage. Cette sociabilité, c'est pourquoi nous n'avions pas de clôture, nous n'avons pas de mur qui nous séparaient. N'est-ce pas? On n'avait pas de clôture, des murs qui nous séparaient pour dire que nous sommes un. Au-delà de cet aspect, quand vous prenez même l'aspect environnemental, vous prenez dans nos cultures, la chasse ou la pêche ne se faisait pas de façon désordonnée. On fait des chasses groupées et ce qu'on tue, c'est pour partager à tout le monde. Déjà, ça fait le pan entre le social qui est le partage, mais aussi et surtout qu'on ne peut pas aller détruire tous les animaux. L'autre aspect, quand vous prenez le nord de la Côte d'Ivoire, tout comme dans beaucoup d'autres pays de la sous-région, vous allez voir les forêts classées. Non, les forêts sacrées. Pardon. Les forêts sacrées, c'est une protection du microclimat ou j'allais dire de l'écosystème. D'accord? Vous prenez une forêt sacrée aujourd'hui, mais c'était une manière de dire on fait perdurer dans le temps, n'est-ce pas, tous ces aspects de la protection de la nature. Personne n'y allait, personne n'osait y aller. Mais la forêt classée, c'est ce qu'on voit. Qu'est-ce que je raconte? Vous voyez un peu le parallélisme que j'ai fait. La forêt sacrée, dans notre culture, c'est ça qui est la forêt classée aujourd'hui. Sauf que les gens ont moins peur de la forêt classée que la forêt sacrée. Nous protégeons l'environnement. Est-ce que vous voyez un peu? Les questions de coopérative au village, ce n'est pas né avec l'Occident. C'est-à-dire on partait travailler dans les champs de terre en s'associant. Pour que, vous voyez un peu, l'activité économique s'est développée ainsi. Et même quand on cotisait, on donnait de l'argent ou de la nourriture au chef, c'était pour qu'à un moment où quand ça chauffe, le chef puisse partager. Bon, tous ces éléments, il y a un exemple même, quand je prends aussi la pêche. Il y a un fleuve, un marigot au Mali, où on ne pêche qu'une seule fois l'an. Et chaque année, quand les gens s'en vont, c'est de gros poissons. Pour vous dire tout simplement que nous avons dans notre culture, je suis allé en Casamance, au sud du Sénégal, et je me suis rendu compte qu'ils ont des forêts noires, des forêts noires qu'ils appellent, en fait c'est des forêts sacrées aussi, des forêts noires qui protègent, donc il y a une sorte de durabilité. Alors pour vous dire tout simplement, à la lecture de tous ces éléments-là, qu'est-ce que nous apprenons de l'Occident? Justement, c'est en voulant faire comme eux que nous allons dans les décors. Alors que si nous avions pris les éléments de notre culture pour essayer de regarder, on ne serait pas en train de faire une RSE à l'aune de l'Occident. Et là, je le dis souvent pour rigoler, c'est comme si la France a calqué sur les États-Unis pour faire la RSE et nos pays francophones, par exemple, nous avons calqué le calque des Français. Et bien évidemment, la photocopie de la photocopie ne deviendra que du flou. On n'a aucune originalité dans la chose. Et donc, si nous voulons de l'originalité, n'est-ce pas, dans la RSE, il faut s'inspirer de nos cultures, de nos pratiques. Et l'un des éléments que je voudrais ajouter à cela, la RSE, elle n'est pas quelque chose de rebarbatif où toutes les entreprises ou les organisations font la même chose. Ce n'est pas du standard, même si on a... Et c'est pourquoi, par exemple, la norme ISO 26000 est une norme de cadrage. C'est juste de dire, OK, si on parle de RSE, voilà les différents domaines dans lesquels on agit, mais on ne parle pas de l'activité. L'activité, elle est laissée. Donc, une usine de cimenterie ne va pas faire la même RSE que MZK. MZK est une entreprise de communication. Quelle est sa politique RSE? Ce ne sera pas la même chose qu'une entreprise de cimenterie, par exemple, parce que ce n'est pas les mêmes activités.
Ben, c'est très bien, comme j'ai fait tout de suite mention de la norme ISO 26000 qui est un bon référentiel pour retracer un peu les domaines d'intervention hein, qui sont, on peut citer pêle-mêle la gouvernance, n'est-ce pas, on peut citer le social, la redevabilité, voilà. Donc, ces 7 éléments-là, c'est un peu le cadrage. Alors, comment on fait la notation? La notation, c'est en fonction, de toutes les façons, comme ce n'est pas quelque chose qui est imposé, la notation, c'est quel est le référentiel que vous vous donnez sur la base de cette norme ISO 26000. Bon, à la dimension pays, chaque pays a une sorte de charte RSE qu'elle essaie de définir pour essayer de mieux maîtriser ou pour essayer d'être un peu plus scientifique sur la manière de noter. Il faut bien des référentiels. Mais le meilleur référentiel reste au sein de l'organisation. Parce que si on vient nous demander, est-ce que vous faites de la RSE? Quels sont les éléments qui montrent que nous faisons de la RSE? C'est à travers votre politique RSE, à travers votre charte RSE, à travers vos actions RSE, que vous avez des indicateurs pour noter le social, l'économie, l'environnement, quels sont les actes que vous avez posés dans la protection de ces trois éléments. Donc c'est comme ça que ça se fait. Bien évidemment, même quand vous prenez la gestion de l'évaluation, gestion des ressources humaines, on n'évalue pas sans avoir un référentiel de départ. Et donc, c'est qu'est-ce qu'on a dit au départ, quels sont les indicateurs de départ et quels sont les indicateurs à l'arrivée. C'est comme ça qu'on peut faire une évaluation objective. Et donc, c'est comme ça avec la RSE. Vous voyez que je reste un peu dubitatif là-dessus. Tant que nous continuerons à faire du formalisme à l'occidental, on est mal barré. Mais si nous comprenons que la RSE, c'est notre affaire, la question de l'intégration volontaire des préoccupations environnementales, des préoccupations sociales, des préoccupations économiques de notre société, nous ferons de la RSE quelque chose de très naturel. En réalité, la RSE devrait être naturelle. On n'avait pas besoin de nous dire faites de la RSE. C'est pourquoi vous allez voir, en réalité, il n'y a aucune loi véritable, que ce soit au niveau mondial ou au niveau pays, il n'y a pas une loi. Parce qu'à partir du moment où ça devient une loi, ça rentre dans le domaine du droit. Mais on reste ici dans le domaine du volontariat. On vous dit responsable. Peut-être qu'on aurait dû faire ça dans la définition. La question de la responsabilité ici, elle est juridique, mais elle est aussi et surtout une responsabilité morale. Responsabilité qui vient du latin respondere, répondre de. Quand vous posez un acte, vous répondez de l'acte. D'accord? Alors, donc au niveau juridique, on vous dit vous êtes engagé dans quelque chose. Si vous posez un tort à autrui, vous devez réparer. Responsabilité juridique. Mais responsabilité morale, mais écoutez, c'est vrai que la loi me donne l'autorisation de faire de la musique, de jouer de la musique ici, mais après, moralement, quand je vois que les autres à côté, un peu loin là-bas, n'arrivent pas à dormir, est-ce que je suis heureux quand les autres sont dérangés? C'est un peu ça la question de la responsabilité morale. Est-ce que je suis vraiment heureux quand je peux manger comme je veux ou jeter à la fenêtre, quand les autres à côté ne peuvent même pas avoir une petite boule à se mettre dans le ventre? Est-ce que je suis vraiment heureux? La responsabilité morale. Même si la loi ne vous oblige pas à le faire, mais vous-même vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise dans votre société en le faisant. Pour moi, la RSE, c'est quelque chose de tellement naturel si nous voulons développer notre organisation, notre entreprise, parce que de plus en plus, ce qu'on n'oublie pas, c'est que la sanction de la RSE, même si elle n'est pas la répression, elle est la pression. Alors que Dieu seul sait que la pression et la répression aboutissent au même résultat. L'exemple le plus banal, c'est que si nous boycottons votre produit parce que vous n'êtes pas socialement responsable, ça donne les mêmes résultats que si nous fermons votre entreprise, si nous mettons votre entreprise sous scellé. En réalité, si on comprend que la pression, parce que les autres qui utilisent notre produit, nous sommes entreprise ou organisation, on a des fournisseurs, on a des clients. Et entre les deux, il y a ceux qui transforment le produit, qui sont donc les salariés. Alors, on est obligé de regarder comment est-ce que chacun de ces acteurs, et sans oublier ceux qui sont donc ceux qui s'occupent des fonctions régaliennes, à savoir l'État et ses démembrements. C'est là où d'ailleurs on ne parle pas d'acteurs, on vous parle de parties prenantes, parce que tout le monde est engagé dans la RSE. Et bien évidemment,
si nous prenons en compte le fait que si une de ces parties-là, ces parties prenantes est contre nous à travers notre mauvaise action, et si nous comprenons que cela peut avoir une incidence importante sur nos résultats, nous comprenons que prendre ces choses-là en charge dès le départ, c'est bien faire donc de la RSE et c'est important pour nous-mêmes. On n'a pas besoin d'avoir une épée de Damoclès sur notre tête pour que nous puissions faire de la RSE. Ça devrait aller de soi. Le mot de fin, c'est ce que je disais, la RSE elle est naturelle. La RSE elle est naturelle et pour nous, Africains, il est intéressant de regarder dans notre socle culturel, notre socle social, notre socle historique pour mener des actions RSE. Bien évidemment, on est dans un cadre mondial, hein, d'accord. Dans la globalisation, il y a cette prise en compte de l'individualisation ou de l'individualité pour que nous puissions mener des actions qui soient en accord avec notre environnement, plutôt que d'aller parachuter des choses. Peut-être quand vous allez faire votre reportage, vous allez mettre cet élément. Donc j'ai toujours été marqué et tellement négativement par un cours que j'ai donné à l'ESSEC Paris, à des DRH Group, hein, qui étaient donc en master. L'ESSEC Paris, c'est l'une des plus importantes écoles de gestion de la France. Avec ces directeurs mondiaux qui ne connaissent absolument rien, par exemple, de l'Afrique, mais qui s'asseyent en France et qui définissent la politique de gestion des ressources humaines, la politique RSE, vous comprendrez qu'on est totalement à côté de la plaque. Si les gestionnaires sur place ne peuvent pas utiliser, n'est-ce pas, l'ancrage social, l'ancrage culturel et historique pour pouvoir donc mener des actions pour toucher, n'est-ce pas, les cibles, ou j'allais dire les parties prenantes. La RSE est pour moi toute naturelle. Il faut puiser nos éléments de référence et de différenciation dans notre culture, dans notre histoire et voilà, dans notre société tout entière. Je vous remercie, docteur. Mais c'est moi qui vous remercie.